L'insuffisance rénale chronique est un problème de santé publique. Il s'agit d'une pathologie grave, mais qui arrive très insidieusement, des décennies pour s'installer. Les signes d'appel sont très tardifs, donc il faut se surveiller soi-même par des prises de sang régulières, consulter le médecin régulièrement. Le diabète et l'hypertension artérielle sont les deux premières causes. Les traitements sont donc avant tout les traitements de la cause, mais une fois en phase terminale, le rein artificiel et ou la greffe rénale sont les deux seules alternatives quand c'est encore possible. Quand je préparais mon émission, mon exposé, j'ai fait le tour de tous les pays francophones d'Afrique, peut-être pas tous, mais la plupart des pays francophones d'Afrique. Je me suis rendu compte qu'il y a deux pays, seuls deux pays, n'ont aucune structure publique pour la prise en charge des insuffisances rénales chroniques, c'est-à-dire de la dialyse ne se fait pas en public au Congo-Brazzaville et en République centrafricaine. Revenons au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, je pense sincèrement qu'avec tous les éléphants blancs que nous connaissons, le Congo aurait aujourd'hui, j'allais dire, oh, pas moins d'une dizaine de centres de dialyse. Au Bénin, la dialyse se fait et coûte moins cher en Afrique. Le CHU de Cotonou est même en collaboration avec un CHU en France, celui de Nantes, pour les greffes rénales. Donc, les greffes rénales de Cotonou viennent à Nantes. En plein 21e siècle, au Congo-Brazzaville, rien de tout ça. Seules les structures privées se débrouillent à prendre en charge ce genre de patients. Bonjour, je suis docteur Clément Ikapi, présentateur habituel de l'émission Merci Docteur sur TLR TV. Je m'invite à nouveau chez vous ce jour pour vous parler du rein et de la maladie rénale chronique. Mais avant, permettez-moi, mesdames, messieurs, de m'associer à l'équipe de TLR TV pour vous souhaiter nos voeux de santé. Soyez positifs, courageux pour réaliser tous vos projets. Entre-temps, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et nous envoyer des étoiles afin de nous encourager à redoubler d'efforts pour présenter des émissions de plus en plus intéressantes. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions par les canaux habituels. Mesdames, Messieurs, soyez donc les bienvenus. Nous avons dit le rein et la maladie rénale chronique. En d'autres termes, le rein et l'insuffisance rénale chronique. Volontairement, nous ne parlerons pas de l'insuffisance rénale aiguë qui relève de l'urgence médicale et de la réanimation. Nous parlerons de l'insuffisance rénale chronique. Avant de commencer, voyons ce que c'est que l'appareil urinaire et quelles sont ses fonctions. Alors, l'appareil urinaire, c'est l'ensemble qui est composé du rein et de tout le système évacuateur. Les reins, il y en a deux, un à gauche, un à droite. De chaque rein sort
un conduit urinaire appelé urétère. Chacun des urétères vient s'aboucher au niveau de la vessie et de cette vessie part un autre conduit qu'on appelle urètre, cette fois-ci, par lequel l'urine est évacuée à l'extérieur via le méa urinaire, qui est l'orifice qui se trouve à l'extrémité du pénis. Parlons du rein, qui est l'organe principal de la fabrication d'urine. Le reste, c'est de la tuyauterie pour évacuer l'urine en passant par la vessie qui sert de réservoir. Il existe donc deux reins, je l'ai dit, un à gauche et un à droite. Les deux sont en forme d'haricot, chacun d'eux, et ils se situent de part et d'autre de la colonne vertébrale. En fait, les reins se situent dans la partie dorsale, pas dans le ventre en avant comme on peut penser. La partie supérieure de chaque rein se situe sous les dernières côtes dorsales. Quel est le rôle de rein? En simple, c'est un genre de filtre qui purifie le sang et débarrasse l'organisme de toutes les toxines, de tous les déchets et du liquide en excès. Le tout est donc acheminé à l'extérieur dans la tuyauterie que nous venons de voir, c'est-à-dire urétère et urètre. Ce que je viens de dire, c'est vrai, c'est en simple, c'est plus complexe. Mais en fait, le métabolisme cellulaire génère des déchets du genre ammoniac et urée. Ces déchets sont très toxiques pour l'organisme. Il va falloir donc les éliminer. C'est donc l'appareil urinaire qui s'en charge. Pour l'instant, disons simplement que le rein purifie le sang en continu pour extraire les déchets et du liquide en excès. Et le liquide résultant donc, de cette opération, c'est l'urine. Voilà. Cette urine sort de rein par deux tuyaux, je l'ai dit, les urétères, puis descend à la vessie qui est comme un réservoir qui stocke l'urine avant d'évacuer vers l'extérieur par l'urètre, qu'il ne faut pas confondre avec les deux urétères que j'ai dit plus haut. L'urètre passe à l'intérieur du pénis et par ce même canal que transite le sperme au moment de l'éjaculation. Mais des mécanismes complexes font que ce n'est pas possible d'uriner et éjaculer en même temps. Quand un premier mécanisme est déclenché, il bloque le second. C'est ainsi, et comme je l'ai dit, il est impossible d'uriner et éjaculer en même temps. Revenons au rein. Il a la forme d'un haricot, je l'ai dit. Il pèse 150 grammes et mesure à peine 13 centimètres. Pour jouer son rôle de filtre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est constitué de multitudes de petites formations microscopiques que nous appelons néphrons. Retenez ce nom. C'est un entrelacement de structures microscopiques dont on ne soit pas à l'œil nu et des vaisseaux, des artérioles à travers lesquels se font des échanges des ions et de l'eau pour fabriquer ce que nous appelons de l'urine, d'une part, et d'autre part, pour maintenir un équilibre du milieu intérieur, l'équilibre ionique. Comment ces deux petits reins font pour nous maintenir en vie et assurer cet équilibre acide-base au niveau de notre organisme? Alors, le sang arrive dans le rein par l'artère rénale. Il passe à travers les millions de néphrons que je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont en principe des petits reins microscopiques. Et, il faut se représenter comme ça. C'est en ce moment-là que les échanges se font. Le sang ressort donc par l'artère rénale. Mais entre-temps, les néphrons auront retenu tout ce qu'ils considèrent comme déchets et comme liquide en trop. Ce liquide est acheminé vers la tuyauterie, je l'ai dit, urétère et vessie. Une fois au niveau de la vessie, quand elle est pleine, la vessie, eh bien, le cerveau nous donne l'ordre d'aller uriner. C'est vrai qu'il y a aussi la volonté qui peut agir. Pour vous donner une idée du travail des néphrons, donc ces petits reins, en 5 minutes, tout le sang de l'organisme est filtré
par ces millions de néphrons. C'est en millions. Donc, en 5 minutes, tout le sang a fait le tour de tous les néphrons en 5 minutes. Donc, imaginez combien de fois 5 minutes sur 24 heures. On ne se rend pas compte. Pendant qu'on se repose, pendant qu'on mange, pendant qu'on travaille, le sang est filtré en continu pendant tout l'organisme, tout le temps, pendant 24 heures. Ce que je viens de vous donner, c'est la manière simpliste de la fabrication de l'urine. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Je suppose que vous l'imaginez bien. Il existe plusieurs étapes dans la formation de l'urine. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette urine, récoltée dans un premier temps, au niveau des néphrons, subit plusieurs transformations. Suite aux échanges qui se font, je l'ai dit, à travers les différentes membranes qui séparent les reins et les artérioles. Le phénomène, c'est un phénomène d'osmose qui fait que les éléments ioniques qui sont plus concentrés dans un compartiment passent dans le compartiment où il est pauvre jusqu'à atteindre un point d'équilibre. C'est comme ça que le rein filtre l'organe. Donc, retenons que la première fonction du rein, c'est la fabrication et l'excrétion de l'urine. Donc, l'excrétion, c'est l'évacuation vers l'extérieur. Et le maintien de l'équilibre ionique du milieu intérieur, que nous appelons homéostasie, ce n'est pas la peine de retenir ce mot, dans le sens que tous les déchets issus des métabolismes cellulaires vont être dilués et évacués dans ce liquide que nous allons nous appeler urine. Exemple, l'urée. Tous les ions en excès vont être acheminés vers l'urine, l'ion potassium, le bicarbonate, etc., plein d'autres. Le rein va retenir ou alors réabsorber tout ce qui peut lui être nécessaire à l'organisme. C'est ainsi qu'il joue donc son rôle de filtre et de maintien de l'équilibre au niveau du milieu intérieur que j'ai dit plus haut, homéostasie. Sans les reins ou avec un rein malade, un être humain peut s'intoxiquer par ces déchets qui sont issus du métabolisme cellulaire. Le métabolisme cellulaire, c'est le travail que fournissent nos cellules pour donner à notre organisme les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. Cette activité a besoin de l'énergie et génère des déchets que le rein récupère en les diluant dans du liquide, formant ainsi l'urine, et il évacue. Notons qu'une personne normale évacue entre 1 litre et 1,5 litre d'urine par jour et peut vivre avec un seul rein. Il n'y a pas de problème, à condition que son rein ne soit plus pathologique. Quelles sont les autres fonctions du rein? Elles sont moins bien connues. Sachez que le rein fabrique 3 hormones. La première et la moins connue, c'est la rénine. C'est une hormone qui participe à la régulation de la tension artérielle. Donc, vous comprenez qu'un rein malade peut provoquer une hypertension artérielle. Donc, il y a des hypertensions d'origine rénale. La deuxième hormone, c'est l'érythropoïétine qu'on appelle EPO, bien connu des sportifs. L'EPO participe à la fabrication et à la maturation des globules rouges. Donc, une insuffisance rénale, vous comprenez aussi, peut donner une anémie. Voilà, les sportifs s'injectent l'OPO pour avoir suffisamment de globules rouges matures en très grande quantité, ce qui entraîne une grosse réserve d'oxygène, puisque les globules rouges fournissent l'oxygène et fatigue. Donc, sachez que la troisième hormone maintenant, c'est donc la vitamine D dans sa forme active. La vitamine D participe à l'élaboration du calcium. Et le calcium est un ion très important dans la contraction du cœur. Donc, une insuffisance rénale chronique peut entraîner des problèmes cardiaques.
Le calcium participe aussi à la solidification de notre squelette, donc au niveau de l'os. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient du rein? Il détoxifie le sang, c'est un véritable filtre. Il fabrique l'urine, maintient l'équilibre du milieu intérieur par le contrôle des ions, potassium, ion bicarbonate, ion sodium, l'ion calcium, mais aussi le glucose, le sucre et les protéines. Il participe au contrôle de la tension artérielle, on l'a vu, lutte contre l'anémie, on l'a vu, par la production de l'EPO, qui est un produit dopant, et aide à la solidification de nos os. Maintenant, c'est quoi une insuffisance rénale chronique? C'est donc une incapacité du rein à jouer pleinement son rôle, celui qu'on vient de dire, mais de façon durable, chronique, parce qu'il faut que ces capacités durent dans le temps. Le rein ne peut plus jouer son rôle de filtre, son rôle de détoxificateur, son rôle dans l'équilibre des liquides, des sels, SELS, et des ions, ne peut plus lutter contre l'anémie, ne peut plus contrôler la tension artérielle et nos os ne sont pas suffisamment solides. L'insuffisance rénale chronique arrive toujours de façon insidieuse. Quelles sont ses conséquences? Eh bien, c'est donc une perturbation de tout ce que nous avons vu comme fonction rénale. On va reciter pour mémoire. Il y aura donc une accumulation de déchets toxiques dans l'organisme, au premier rang desquels il y a l'urée, qui peut être mortelle en trop grande quantité, une production insuffisante ou trop importante de l'urine, une perturbation de l'équilibre du milieu intérieur, ce qu'on appelait homéostasie tout à l'heure, une augmentation du phosphore, une augmentation des ions potassium qui est très, très dangereux pour le cœur et donc qui peut être létal. Augmentation de l'ion hydrogène qui rend le sang acide, donc le pH au milieu intérieur devient acide. Une anémie, nous avons bien vu le rôle du rein, et une augmentation de la tension artérielle. En cas d'insuffisance rénale chronique, quels sont les signes d'appel? L'insuffisance rénale chronique, c'est une maladie silencieuse jusqu'à un certain stade. Il n'y a pas du tout de signes. Le patient se sent en très bonne santé. C'est ça qui est trompeur. Les signes d'alerte qui apparaissent très tardivement, à savoir plusieurs décennies après l'installation de la maladie, 20, 30, voire 40 ans. Ça peut être une miction peu importante, une perte d'appétit parce qu'on s'intoxique, une anémie, on a compris pourquoi, une fatigue, des gonflements de jambes que l'on appelle œdème, surtout au niveau des chevilles, avec un signe important, il faut le faire de temps en temps, signe de Godet, qu'on obtient en appuyant assez fortement l'index aux alentours des chevilles et on voit apparaître l'empreinte de cet index qui reste assez longtemps au niveau des chevilles. Il peut s'agir aussi des signes de la chaussette. En retirant les chaussettes, vous voyez bien la marque de la chaussette, l'empreinte de la chaussette fortement au niveau du pied. L'hypertension artérielle est un autre signe de l'insuffisance rénale. Comment elle évolue, cette maladie? Cette maladie évolue en 5 stades. La classification se fait à partir de la clairance de la créatinine qui s'obtient par une simple prise de sang. Les stades 1 à 3 sont des stades d'atteinte faible, modérée et grave, respectivement. Le stade 4, c'est l'atteinte sévère et le stade 5, c'est le stade terminal.
Au stade 4, disons que la fonction rénale, le rein fonctionne à 20-30% de ses capacités et le stade terminal, le rein ne fonctionne plus qu'autour de 15-10%. L'intérêt de cette classification, ce n'est pas que vous reteniez ça, c'est juste pour savoir qu'à partir du moment où les signes cliniques n'apparaissent que très tardivement, c'est-à-dire vers les stades 4 et 5, il serait souhaitable, et c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui, euh, très souvent, à partir d'un certain âge, 40-45 ans et plus, de surveiller sa fonction rénale par des prises régulières de sang, créatinine, pour détecter très tôt les signes de la perturbation rénale. Quelles sont les causes de l'insuffisance rénale chronique? Vous serez surpris. Au premier rang, c'est le diabète gras, type 2. Ensuite vient l'hypertension artérielle, l'obésité, la goutte et son traitement, et enfin les maladies auto-immunes. Une maladie auto-immune est, comment dire, elle est due à une agression par notre propre système immunitaire. Notre système immunitaire considère le rein, particulièrement les néphrons, les cellules néphrons, comme un corps étranger et va s'attaquer à ces cellules et finit par les détruire. Et le rein devient insuffisant puisque les néphrons ne seront plus en nombre. Le néphron, je l'ai dit, c'est l'unité fonctionnelle du rein. C'est lui qui fabrique l'urine à l'intérieur du rein. Les autres causes de l'insuffisance rénale peuvent être une infection grave, généralisée, les maladies du système excréteur, c'est-à-dire la malformation de la tuyauterie au niveau du rein, des calculs rénaux ou une augmentation du volume de la prostate. Mais retenons que la première cause de l'insuffisance rénale chronique est le diabète de type 2, suivi de très près par l'hypertension artérielle. L'hypertension et l'insuffisance rénale chronique, c'est comme l'histoire de la poule et de l'œuf, dans ce sens que, à partir d'un certain stade, on n'est plus capable de savoir si c'est l'hypertension qui est la cause de l'insuffisance rénale chronique ou alors si c'est l'inverse. Parce que est-ce que l'insuffisance rénale chronique a provoqué l'hypertension? On ne peut plus savoir. Maintenant, quel est le traitement? Sachant que l'insuffisance rénale chronique est un gros problème de santé publique, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Le citoyen et le gouvernement ont chacun un rôle à jouer. La première chose à observer, ce sont les mesures préventives. Quelles sont-elles? Elles sont à notre portée. Nous avons entendu que le diabète et l'hypertension sont les deux premières grandes causes. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que nous devons prendre des dispositions pour éviter le diabète et l'hypertension artérielle. Nous avons vu tout ça dans nos vidéos précédentes. Nous avons traité le diabète, nous avons traité l'hypertension. Je vous demande de vous reporter là-bas pour aller voir. Mais on dira quoi? Alimentation saine, éviter trop gras, trop salé et trop sucré, bien se déshydrater, donner une bonne place aux fruits et aux légumes dans votre alimentation, arrêter le tabac, très, très, très important, très important. Et enfin, de l'exercice physique pour éviter la sédentarité. Si on est déjà diabétique ou hypertendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, écoutez, on suit les mesures qui sont données et optimiser le traitement de façon à éviter des pics d'hyperglycémie ou des pics tensionnels qui sont très délétères pour le rein, donc pour le néphron. Surveiller sa tension, je l'ai dit, surveiller son taux de sucre, je l'ai dit,
et surveiller la fonction rénale pour savoir l'impact de l'hypertension ou du diabète sur le rein malade. Il n'y a que la prise de sang, c'est-à-dire la créatinine, qui peut nous donner cette information. Ça veut dire qu'il faut être très proche de son médecin traitant. Tenez, près de 15 à 20% de ceux qui me suivent actuellement et qui ont plus de 45 ans ont probablement une insuffisance rénale chronique, peut-être moi-même aussi. Mais on l'ignore parce que on ne surveille pas la fonction rénale, d'une part, et d'autre part, on se sent en bonne santé, on se porte bien. Il n'y a pas de signe d'alerte, on se dit, il n'y a rien. Il y a une chose, savoir aussi que l'âge, l'âge mûr, est à lui seul un facteur de risque d'insuffisance rénale. Parce que avec sénilité, on perd des néphrons et on perd la fonction filtre du rein. Et avec l'âge, il y a aussi d'autres pathologies qui se substituent et avec des traitements qui peuvent provoquer des insuffisances rénales. Parce qu'il y a des traitements qui sont appelés néphrotoxiques, donc qui sont toxiques pour le rein et les néphrons, comme les traitements de la goutte, par exemple, et certains antibiotiques. Je n'insisterai jamais assez sur la surveillance de la fonction rénale par le dosage de la créatinine et de la clairance d'une part, et la surveillance des signes d'alerte, les signes que je vous ai donnés un peu plus haut, à savoir la fatigue, les nausées, peut-être vomissements aussi, l'anémie, plein de petits signes, l'œdème, une prise de poids inexpliquée. Tous ces petits signes devaient alerter et faire prendre un rendez-vous chez son médecin traitant afin de faire un bilan rénal. On peut être surpris. Une fois l'insuffisance rénale déjà installée, qu'est-ce faut-il faire? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est informer tous les professionnels de santé qui vous suivent euh, afin de chercher, la cause et afin de classifier le stade de l'insuffisance rénale. C'est très important pour le médecin. Pour au besoin, ralentir l'évolution de la maladie, quand c'est encore possible. Et à ce stade, on peut aussi rechercher la cause et la traiter. Donc, la maladie peut reculer. Si c'est le diabète, on traite au début. Si c'est l'hypertension, on traite au début. Si on pense que c'est un cancer, on traite. Et cette attitude peut ralentir l'atteinte rénale. Le traitement aux 3 premiers stades de l'insuffisance rénale, c'est des traitements médicaux qui consistent juste à apporter à l'organisme ce que le rein n'apporte plus, c'est-à-dire les 3 hormones que le rein fabrique. La rénine, qui participe au contrôle de la tension artérielle, le PO, qui participe à la composition des globules rouges, et la vitamine D, disons, pour le contrôle du calcium, qui participe à la bonne fonction cardiaque, et les os. Malheureusement, au stade avancé, stade 4 et 5, il n'y a plus beaucoup de choix. On est obligé de proposer des traitements de substitution rénale, des purations rénales ou une greffe rénale. C'est quoi l'épuration rénale? Eh bien, c'est soit l'hémodialyse, qu'on appelle souvent dialyse, pour simplifier, et l'hémofiltration. L'hémodialyse, c'est ce que nous appelons le rein artificiel. Ça peut être un traitement d'attente en attendant une greffe rénale, ou ça peut être la seule solution pour les terrains qui ne peuvent pas être opérés, car une greffe rénale, c'est une intervention assez lourde, une chirurgie très complexe,
et une chirurgie qui est un suivi qui demande beaucoup de discipline. L'hémodialyse, donc, rein artificiel, c'est un appareil qui supplée la fonction du rein, mais ne donne que la fonction filtre. Mais il ne nous apporte pas de l'EPO, ne nous apporte pas de la vitamine D, ainsi de suite, et on est obligé de compléter la dialyse par ce genre de médicaments. Autre technique de d'épuration rénale, je l'ai dit, c'est la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale, c'est quoi? Vous savez, tous nos boyaux sont emballés dans un genre de structure qu'on appelle péritoine, une membrane qu'on appelle le péritoine, et cette membrane est, a la particularité très, très vascularisée, comme les néphrons. Donc, on envoie du liquide de dialyse à l'intérieur au contact de cette membrane qu'on appelle le péritoine. Cette membrane va servir de milieu de change entre le sang et le liquide de dialyse. Le liquide est éliminé après avoir effectué les échanges et ressort par un autre tuyau, parce qu'il faut deux tuyaux, après avoir échangé avec le sang au niveau du péritoine. Donc, c'est comme l'urine. En fait, le péritoine mime ce que font les néphrons à l'intérieur du rein. La greffe rénale, c'est le traitement, le gold standard. On n'en donne qu'un seul. Euh, on n'enlève pas les dents qui existent. Les deux reins qui existent s'atrophient. On laisse le rein habituellement en avant, au niveau du ventre. Le rein peut provenir d'un donneur cadavérique ou un donneur vivant, connu ou pas, parenté ou pas, il suffit d'être compatible. Mais il y a un traitement très lourd avant et après la greffe. Pour ne pas que ce corps étranger qui a un rein, qui ne vous appartient pas, soit rejeté par l'organisme. C'est un traitement à vie. Retenons donc une chose, l'insuffisance rénale chronique est un problème de santé publique. Il s'agit d'une pathologie grave, mais qui arrive très insidieusement, des décennies pour s'installer. Les signes d'appel sont très tardifs, donc il faut se surveiller soi-même par des prises de sang régulières, consulter le médecin régulièrement. Le diabète et l'hypertension artérielle sont les deux premières causes. Les traitements sont donc avant tout les traitements de la cause, mais une fois en phase terminale, le rein artificiel et ou la greffe rénale sont les deux seules alternatives quand c'est encore possible. Voilà, chers internautes, l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais avant de terminer, quand je préparais mon émission, mon exposé, j'ai fait le tour de tous les pays francophones d'Afrique, peut-être pas tous, mais la plupart des pays francophones d'Afrique. Je me suis rendu compte qu'il y a deux pays, seuls deux pays, n'ont aucune structure publique pour la prise en charge des insuffisances rénales chroniques, c'est-à-dire de la dialyse ne se fait pas en public au Congo-Brazzaville et en République centrafricaine. Revenons au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, je pense sincèrement qu'avec tous les éléphants blancs que nous connaissons, le Congo aurait aujourd'hui, j'allais dire, oh, pas moins d'une dizaine de centres de dialyse. Au Bénin, la dialyse se fait et coûte moins cher en Afrique. Le CHU de Cotonou est même en collaboration avec un CHU en France, celui de Nantes, pour les greffes rénales. Donc, les greffes rénales de Cotonou viennent à Nantes.
En plein 21e siècle, au Congo-Brazzaville, rien de tout ça. Seules les structures privées se débrouillent à prendre en charge ce genre de patient. Je vous laisse juger. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous réitérons nos vœux de santé et vous disons de ne pas oublier de liker, ne pas oublier de nous envoyer des étoiles, ne pas oublier de commenter et de nous poser des questions. Notre émission touche à sa fin. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et entre-temps, portez-vous bien. Merci.